Nous allons continuer le propos sur cette cuisine médiévale avec le sujet extrêmement important des épices. Alors, tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, on utilise énormément d'épices. Je pense que je pourrais vous citer une recette de Guillaume Tirel, de Taillevent, dans lequel il dit « et mettez cannelle à grand foison ». Bon, grand foison de cannelle, voilà, bon, cannelle et autres épices à grand foison. Donc, on sait aujourd'hui que les épices sont utilisées de façon que nous qualifierions, nous, cuisiniers modernes, d'immodérée. Voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question très intéressante. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, on ne peut pas vraiment savoir, mais on peut imaginer que les épices, à cette époque-là, sont probablement un des marqueurs sociaux les plus intéressants et les plus universels. Alors, comme autre marqueur, le marqueur social, vous savez comme moi que c'est ce qui permet d'affirmer clairement son statut, sans avoir besoin de dire avec un porte-voix, c'est moi le plus riche. Voilà. Non. Alors, on affiche sa puissance et sa richesse, comme de nos jours d'ailleurs, comme à toutes les époques. Et en ce temps-là, eh bien, il y a les chevaux qui coûtent une fortune, qui coûtent à peu près aussi cher que les voitures aujourd'hui, à peu près, particulièrement quand il s'agit de chevaux de bataille, les destriers. On a pu calculer qu'un destrier du XIVe siècle, qui est un cheval très puissant, très robuste, qui est dressé également pour le combat, un destrier coûte à peu près le prix d'une Porsche aujourd'hui. À peu près. On a pu faire des comparaisons, si vous voulez. Donc, bien, ce n'est pas à la portée du premier venu. Il y a la richesse de la table, je vous en ai déjà parlé. Il y a l'habitat, naturellement. Les riches habitent dans des maisons, dans des palais en pierre. Les pauvres habitent dans des maisons de bois et de torchis, etc., etc. Mais, à table, le plus riche, c'est celui qui utilise le plus d'épices. Voilà, c'est clair. Alors, le prix des épices aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui des produits qui peuvent être coûteux. On dit, tiens, c'est pas donné. Mais ça n'a rien à voir. À l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire au XIIIe, au XIVe siècle, on a pu établir que le poivre, à certains moments, vaut son poids d'or. Bien, il est vrai qu'il vient de très loin. Il vient de Ceylan et de Malabar. Il vient comment ? À dos de chameau. À dos de chameau, pour une grande partie du trajet, par voie maritime pour une autre. Je vais vous dire un mot d'ailleurs de ce commerce qui est une des choses les plus intéressantes qu'on ait à décrire dans cette période médiévale. Et comprenons-nous bien, dans une période qui remonte assez haut, c'est-à-dire dès le haut Moyen-Âge. Alors, il y a deux pivots pour ce commerce. Il y a le port de Marseille d'une part, qui est un point de concentration, puisque pratiquement la majeure partie du commerce maritime qui va vers la Palestine, vers les ports de Jaffa, de Sidon, de Tyr, sur la côte, ce qui est aujourd'hui la côte libanaise ou la côte d'Israël ou du territoire palestinien, il va y avoir donc, le départ va se faire essentiellement de Marseille, principalement. Et pourquoi que de Marseille ? Bien parce que c'est là qu'il y a les gens compétents pour naviguer. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, la navigation, d'abord elle est saisonnière. On part vers la Palestine quand les vents portent comme il faut, parce qu'on ne sait pratiquement naviguer que vent arrière. Les bateaux ne savent pas remonter au pré, ou très mal. Donc on ne navigue pas au pré. Quand le vent se fait contraire, on est obligé de mettre l'ancre, ou de gagner un abri, parce qu'on ne sait pas faire. Les bateaux ne s'y prêtent pas. Donc on navigue vent arrière. Donc la navigation se fait une partie de l'année dans un sens, une partie dans l'autre, quand les vents changent de régime. Le changement climatique n'a pas encore frappé à cette époque-là, et le régime des vents est très marqué par les saisons. Donc, on s'y adapte. Les marchands concentrent à Marseille les marchandises qui vont être négociées en Palestine. Et en Palestine, on va trouver des gens qui viennent par la route de la soie, même de la Chine, via Samarcande. Alors, il faut un temps infini, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de conduire des caravanes parce que les produits se négocient vraiment très très cher. Alors, qu'est-ce qui va dans un sens, qu'est-ce qui va dans l'autre ? Eh bien, dans le sens vers l'est, on va envoyer des métaux, du plomb, de l'étain, également du vif-argent, autrement dit du mercure. Et tout ça, ça vient d'Europe du Nord, n'est-ce pas ? Les mines, elles sont dans l'Europe du Nord, elles sont en Irlande, elles sont en Écosse, elles sont une partie en Bretagne, en France, mais essentiellement en Europe du Nord. Voilà. Et puis, on va également amener des draps de laine. Alors, en sachant que l'industrie du tissage, la laine vient
beaucoup d'Angleterre, et les drapiers sont essentiellement flamands. Voilà. C'est ce qui a fait la richesse immense du pays des Flandres, c'est l'industrie du drap. Quand on parle de drap à l'époque, on parle de drap de laine, hein, comprenons-nous bien. Hein. Le lin est tissé également, mais quand on parle de drap, c'est de la laine. Voilà, donc on exporte tout ça, et on va mener cela sur les ports également de Syrie, et également d'Égypte, notamment sur Alexandrie. Voilà. On amène du safran également, parce qu'en Orient, bizarrement, le safran, on ne le cultive pas encore, il faut l'importer. Et on s'en sert comme d'un adjuvant alimentaire, épice alimentaire, mais surtout, comme d'une plante tinctoriale. Bon, tous ceux qui ont taché un tablier avec du safran savent à quel point il est difficile de s'en défaire. Il faut plusieurs lessives pour que ça... Le safran, oui, alors le safran donc, est une plante utilisée comme plante tinctoriale, hein, voilà, en Orient. Je disais que tous ceux qui ont taché un tablier avec du safran savent qu'il faut 4 ou 5 lessives pour en venir à bout. Le safran a un pouvoir de coloration très important. Voilà. Donc le safran est exporté, plus tard il sera cultivé bien sûr, mais dans un premier temps c'est la seule épice dont le commerce se fait à l'envers, pendant plusieurs siècles. Voilà. Bien, alors, il n'y a pas que ça si vous voulez, on importe également de la muscade. La muscade est très utilisée dans la cuisine médiévale, au tel point qu'on rapporte des cas d'intoxication. Si vous voulez vous débarrasser de votre pire ennemi, faites-lui manger une noix de muscade. Alors il faut la râper, parce que sinon elle passe tout droit. Il faut la râper et faire manger une noix de muscade entière. Vu le goût que ça et la puissance de la saveur, ce n'est pas si facile que ça. Donc on ne risque pratiquement rien. Mais la muscade est un produit toxique. Pas aux doses où nous l'utilisons. Mais à forte dose, la muscade est un poison. Et on a rapporté des cas d'intoxication. Quand on rapporte, si vous voulez, qu'on recoupe un petit peu, on fait une enquête, on recoupe les recettes et tout ça, on se dit, tiens, ils avaient dû abuser de muscade probablement. Bon, ça ne vous tue pas d'un coup, hein, ça commence par rendre bien malade, déjà. C'est un vomitif, notamment. Voilà. Alors, le gingembre, naturellement, qui est très utilisé en cuisine médiévale, le cumin. Alors, le cumin va être acclimaté, mais le cumin est probablement en volume l'épice la plus utilisée. Et elle est utilisée déjà par les Celtes. On en avait parlé, les Gaulois, les Celtes utilisaient le cumin déjà. Donc il y avait déjà un commerce qui venait d'Orient avec le cumin. Alors le cumin, c'est les pays du Maghreb qui le produisent. On ne peut pas en produire, enfin pour l'instant, avec ce qui se passe ça a peut-être changé, mais pour l'instant, il est produit dans les pays du Maghreb autour de la Méditerranée. Et curieusement, l'anis vert. Alors de l'anis, on peut en faire chez nous, mais l'anis vert fait partie également des produits d'importation en assez grande quantité. Voilà. Alors on importe également de la rhubarbe. Alors vous allez me dire, il y en a chez nous. Non, pas à l'époque. La rhubarbe n'est encore pas cultivée. Or, je vous ai parlé du goût très prononcé de l'homme médiéval pour l'acidité, pour la saveur acide, donc il n'est pas étonnant que la rhubarbe ait été appréciée, évidemment. Et on va apprendre à la cultiver un peu plus tard. Elle voyage sous forme sèche. Bien sûr, pas sous forme fraîche. On la fait dessécher, souvent elle est broyée, et elle est importée de cette manière-là. Voilà. On importe également du myrobalan. Le myrobalan, qui est un petit fruit desséché, on n'en trouve plus, hein, c'est fini. Mais le myrobalan, c'est un petit fruit desséché, tout petit, que l'on broie, et qui a une saveur que je ne pourrais pas vous décrire, parce que je n'en ai jamais goûté. Et cela dit, il doit être quand même très recherché parce que c'est de là que vient notre adjectif mirobolant, par déformation. Donc ce qui est mirobolant, c'est extraordinaire. Eh bien, on importe du mirobalan. Voilà. Bon. Et de la réglisse en bâton. La réglisse également. Alors l'encens fait l'objet d'un commerce important, non pas tellement parce qu'on le mange, on ne le mange pas, mais la liturgie catholique a besoin d'encens dans plusieurs de ses manifestations, donc on importe de l'encens. Voilà. À l'origine, essentiellement pour les obsèques. Essentiellement. Et l'encens, que l'on fait brûler autour des catafalques, autour des corps des défunts, d'après quelqu'un qui s'y connaissait, que j'ai bien connu, un prêtre, me disait à l'origine il s'agissait de masquer en quelque sorte les effluves désagréables. Bon, voilà. Et puis ensuite, l'usage de l'encens a été étendu à d'autres compartiments de la liturgie. Voilà. Mais les rois mages apportent au Christ de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien. Donc, voilà. Alors, on importe également de la cochenille.
plante tinctoriale, qui est la cochenille, et qui est une sorte de minuscule puceron, dont d'ailleurs vous en avez d'ailleurs sur vos balcons, nous en avons parfois à certains moments. Quand vous les écrasez, ça tache en rouge, et puis ça ne part pas comme ça. Il faut, voilà, la cochenille, ou de l'indigo. Alors l'indigo, c'est pareil, l'indigo va être acclimaté notamment dans la région de Nîmes, aux alentours du XVe siècle, et avec succès. Et est-ce que vous avez... Bon, les gens de notre génération ne portent pas souvent le blue jean, encore que, ça nous arrive d'en mettre, mais vous avez la qualité, est-ce que vous avez déjà fait attention, ce qui est indiqué sur les étiquettes, c'est une toile de qualité de Nîmes, D-E-N-I-M. Eh bien, c'est la toile qui a été teinte avec l'indigo qui vient de la ville de Nîmes. Et les Américains, qui aiment bien tout raccourcir, ont forgé l'adjectif de Nîmes. Voilà, c'est assez amusant, mais c'est l'indigo. Voilà. Le pastel également vient d'Orient, il va être acclimaté dans la région toulousaine, il va faire la fortune de certains négociants toulousains, notamment de ceux qui avaient fait bâtir l'hôtel d'Acésa, qui est magnifique à Toulouse, que l'on visite, et qui appartenait à des négociants en pastel. Voilà. Bon, vous voyez donc, alors on pourrait parler aussi de la lin, indispensable dans le tissage de la laine et dans la coloration des draps de laine. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui naviguent comme ça. Alors ça se passe comme ça, les marchands chargent les bateaux à Marseille avec tous ces produits qui vont vers l'Est, et ils vendent, et une fois que les cales sont vides, là ils négocient, il y a un autre marché où on négocie, on achète des épices, et tout ce qui va partir dans l'autre sens. Voilà, un commerce très très florissant. Alors, le goût des épices, donc, en raison de leur coût, ça peut paraître paradoxal, mais comme marqueur social, alors, certains auteurs, vous l'avez sûrement entendu dire, pensent que les épices aidaient à digérer. Parce que les produits n'étaient pas toujours très frais. Moi, je vous avoue, cette théorie ne m'a jamais séduite. Jamais. Je n'y crois pas vraiment. Je ne pense pas vraiment qu'on se servait des épices pour faire passer les produits faisandés. Je ne le crois pas vraiment. Je pense que c'était le goût des gens. Je pense tout simplement que c'était la mode. C'était la mode. Et moi, plus j'étudie l'histoire de la cuisine, de la gastronomie, et plus je me rends compte que la mode, c'est certainement le facteur le plus important, qui a le plus de poids dans l'évolution de ce métier et dans l'évolution des goûts de la clientèle. J'ai acquis cette certitude. Bon, cela dit, c'est un avis personnel. Hein. Il n'y a pas eu d'études scientifiques à ma connaissance là-dessus. Voilà. Un mot sur la fête Saint-Princier. Alors, je vous ai dit que le banquet, depuis l'époque des Romains, depuis l'époque des Grecs, le banquet est un fait social de première importance, c'est sûr. Et donc, il n'y avait aucune raison pour que ça s'arrête au Moyen-Âge. Alors, on va, pour donner un exemple, on va parler un peu du roi Louis IX. Alors, le roi Louis IX, que nous connaissons mieux sous le nom de Saint-Louis, qui a été canonisé très rapidement après sa mort, probablement parce qu'il le méritait, et probablement aussi pour des raisons politiques. Hein, il était important que la dynastie capétienne ait une telle compte dans ses bases, dans ses ancêtres, un roi réputé saint, très probablement. Et le roi Louis IX, bon, il est, de son vivant, réputé largement pour sa piété. Il est certain que c'est un homme d'une immense piété. Il passe une grande partie du temps à l'office, il fait pénitence énormément, il se mortifie. Bon, ça ne va pas l'empêcher de traiter les Juifs avec une cruauté dont l'histoire regarde des traces. Bon, mais il est vrai qu'à l'époque, les Juifs ne sont pas très bien vus, ils sont chargés de tous les péchés, c'est le bouc émissaire de la société, donc il faut replacer les choses dans le contexte. Mais comme toujours dans les personnages historiques, il y a à boire et à manger. En attendant, pour ce qui est de la piété affichée, il est imbattable. On va dire il est imbattable. Vous savez qu'il va dépenser l'équivalent du revenu du royaume d'une année pour acquérir la couronne d'épines et un morceau de la vraie croix. Il va dépenser l'équivalent d'un an de revenu du royaume. Alors le marchand qui lui a vendu ça, moi je dis chapeau. C'était une pointure dans le domaine du commerce, c'est sûr. Bien, je ne mets pas en doute l'authenticité des reliques, hein, je ne me permettrai pas. Mais même si c'était les vrais, c'était quand même bien vendu, parce que la France était le pays le plus riche à l'époque et de loin. Bien. Mais c'est pas tout.
Il faut un reliquaire pour des reliques de cette qualité. Et c'est la Sainte-Chapelle. Alors j'ai eu l'immense plaisir de la revisiter il y a quelques jours. Il est vrai que c'est probablement de tout ce qu'on a bâti, ce qu'il y a de plus stupéfiant. Quand vous êtes dedans, vous vous demandez comment ça tient debout. Comment? C'est du verre. Alors quand on est à l'extérieur, on comprend un peu mieux. Parce que l'architecte a fait en sorte que dedans, on ne voit que des vitrons. C'est absolument fabuleux. Et ça a été bâti en très peu de temps. Et ça a coûté de nouveau une somme hallucinante. Donc il est très pieux. Bien. Et c'est aussi le roi de France qui est le pays le plus puissant de la chrétienté. Et en tant que tel, comme tous les monarques, particulièrement les Capétiens, il a une très haute idée de sa personne royale et de ce qu'il représente. Et quand il donne un banquet, eh bien là, il ne va pas pratiquer le jeûne. Parce qu'habituellement, et ça on le sait par les chroniques du sire de Joinville, Jean de Joinville, qui a accompagné Louis IX pendant toute sa vie et qui est mort nonagénaire. Joinville est mort nonagénaire. D'ailleurs, c'était un véritable prodige. Personne ne vivait aussi vieux. Et surtout que c'était quelqu'un qui avait combattu, il n'avait pas mené une vie très, très rangée, le sénéchal de Joinville. Puisque, pour vous donner une idée, il va mourir à l'époque de Louis le Hutin, le fils aîné de Philippe le Bel. Et il a été un compagnon d'armes de Saint-Louis. Bon. Et donc on connaît très bien la vie de Saint-Louis par les écrits du sénéchal de Joinville. Donc il nous dit que, ordinairement, la table du roi était fort bien garnie, évidemment, mais le roi ne mangeait pratiquement rien. Il mangeait ce qu'il y avait de plus mauvais. Des choses bouillies sur lesquelles il ne mettait pas de sauce, autrement dit, il se mortifiait à table. Et les mets les plus luxueux qui étaient servis à sa table, évidemment il en restait parce qu'on servait très copieux, je vous l'expliquais, eh bien on allait les porter aux pauvres qui squattaient les marches du palais, qui étaient tout autour, sachant très bien qu'on allait les nourrir. Et on ne revendait pas les produits, non, on les donnait aux pauvres. Bon, voilà. Parce qu'il fallait pratiquer la charité évangélique. Et lui-même, bon, même si on se goinfrait à sa table, lui-même non, il mangeait peu et que des choses qu'il n'aimait pas. Voilà, ça c'était au quotidien. Par contre, quand il recevait, alors là, c'était pas du tout pareil. C'était pas du tout la même chose, parce que il fallait que la majesté royale se déploie de façon complète. Alors, comment ça marchait? Eh bien, alors si on a des écrits, on a, outre les écrits du sénéchal de Joinville, qui ne donnent pas beaucoup de détails, on a par exemple une lettre qui est écrite par un moine, le frère Salim Bénet de Ferrare, qui fait partie de la suite du légat du pape, qui visite le royaume de France en 1248. Et le roi Saint-Louis, sachant que le légat du pape vient le voir, va évidemment à sa rencontre. Une question de protocole, il va à sa rencontre pour lui marquer toute l'importance qu'il lui accorde, et il se retrouve à Sens, qui aujourd'hui en voiture à 45 minutes de Paris, mais à l'époque c'est quand même une journée de voyage. Et donc il se retrouve à Sens, et c'est le chapitre de la cathédrale de Sens qui va organiser le banquet, les festivités. Voilà. Et on va donc avoir, alors les convives, il y a du beau monde, c'est en juin, au mois de juin 1248, au milieu du XIIIe siècle, et donc il y a les frères du roi, le comte Robert Ier d'Artois, le comte Charles Ier d'Anjou, l'archevêque de Rouen, le légat du pape, enfin, il y a tout ce beau monde. Et on a, alors j'ai extrait un petit morceau du texte, alors c'est un repas en maigre. C'est un repas en maigre, c'est un jour où on n'a pas le droit de manger de viande, donc on ne va pas manger de viande, on mange maigre, mais enfin on mange bien quand même, hein. On mange bien quand même parce que, voilà un extrait de ce que dit Fra Salim Bénet, nous eûmes d'abord des cerises, puis du pain très blanc. Alors on commence par servir du pain et du vin, pourquoi d'après vous? Eh bien parce que le banquet du Christ c'était le pain et le vin. Donc on va commencer par le pain et le vin. On ne va pas s'en tenir à ça, mais on va commencer par là, de façon là aussi de marquer le fait que l'on est dans le respect, dans la dévotion. En même temps, fut servi d'excellents vins, et selon la coutume de France, on poussait à boire ceux qui ne le voulaient pas. Donc ça, c'était déjà du temps des envahisseurs et des Francs, qui buvaient comme des trous, hein, voilà. Bon. Donc ça doit être vrai. Ensuite, on nous servit des fèves nouvelles cuites dans du lait. Puis vinrent plusieurs services de poissons. Tous servis d'excellentes choses. Des écrevisses, du pâté d'anguille, du riz au lait, saupoudré de cannelle. N'oubliez pas qu'à cette époque, on mélange
mais salés. On les mélange, on les sert quasiment en même temps. Alors du riz au lait, on en fait toujours. Hein. On continue, vous faites un riz au lait bien correct. Aujourd'hui, vous le servez en dessert, personne ne va se plaindre, hein, si c'est bien fait. Non, il y a des choses qui traversent le temps quand même. Et donc, des anguilles rôties avec une sauce succulente, puis des tourtes maigres et de la caillebotte. Autrement dit, du fromage frais caillé, quoi. Pour finir, quantité de fruits. Voilà, donc ce banquet. Et une anecdote qui est rapportée par le sire de Joinville. Avant le repas avait eu lieu la cérémonie du brochet. Alors Saint-Louis était très friand de brochet. Il aimait beaucoup le brochet et il en mangeait très souvent. Il mangeait beaucoup. En plus, c'est un aliment maigre, donc ça allait très bien. Et alors donc, on présente au roi, on s'est débrouillé pour attraper un brochet magnifique et ne pas le tuer. On le présente vivant au roi dans un bac. En fait, une baignoire à baigner les nouveau-nés. On lui présente le brochet là-dedans, et une fois que le brochet a été admiré par le roi, eh ben, on l'amène en cuisine, on lui fait son affaire et on le prépare. Voilà. Donc, ce jour-là, Louis IX mange de tout. Il ne fait pas porter les aliments aux pauvres, il mange de tout, il est en représentation, et donc il déroge à ses habitudes. Voilà. En novembre 1254, on a un autre texte, mais moins précis, du sire de Joinville, qui nous relate le dîner des trois rois. Ce jour-là, Louis IX reçoit le roi d'Angleterre, Henri III, le roi de Navarre, Thibaut II, qui est aussi le comte de Champagne, Thibaut, comte de Champagne, et le chroniqueur Jean de Joinville ne nous indique pas le menu, mais il nous dit que le repas, j'ouvre les guillemets, fut tant somptueux que le seul dégoût pouvait venir de la surabondance des mets. Et le sénéchal de Joinville, lui, c'est un bon mangeur. Hein. Il n'est pas comme le roi à chipoter, non. Le banquet réunissait autour du roi des rois du monde, plus de 30 ducs et princes, 18 comtes, 12 évêques, et grand foison de chevaliers illustres, à tant que l'on ne pouvait les compter. Donc ça... Voilà. Donc la légende commence à table, peut-on dire. Alors cette miniature est de l'époque, elle est de la fin du XIIIe, et elle montre le roi Louis, le roi Louis IX, qui lui-même donne à manger, alors on ne sait pas trop quoi, à un pauvre. Là ce sont des pauvres, hein. Vous voyez qu'ils sont vêtus de manière très... Ils ne sont pas vêtus de façon somptueuse, hein, ce sont des pauvres gens. Et sur la table, on a plus ou moins bien figuré les mets. Hein. Alors on distingue un poisson ici, on distingue ici un pâté, quelqu'un qui est en train de le couper, d'autres tiennent des coupes, des hanapes à boire, et donc on voit que ces gens sont pieds nus. Ils sont pieds nus, donc il s'agit bien de pauvres que le roi nourrit lui-même. Voilà. Ce qui effectivement est en quelque sorte une imitation de ce que faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc Louis IX était effectivement très pieux. Alors, comme l'Église à cette époque-là a une puissance sans limite sur la société civile et sans partage, je veux dire que ce que l'Église veut, on le fait. L'Église réussit à empêcher les nobles de se battre avec la fameuse trêve de Dieu, qui a été imposée très tôt. J'ai moi-même assisté dans cet amphi à un cours sur l'histoire médiévale où un conférencier dont j'ai oublié le nom, hélas, nous racontait comment l'évêque au 8e siècle, l'évêque de Tarbes, avait réussi à imposer des lieux de sauveté, et notamment Ibos. Et autour de l'église d'Ibos, il avait fait tracer avec un cordeau un cercle d'une centaine de mètres de rayon. Et ce cercle était matérialisé par un petit fossé et un petit talus, et personne ne pouvait exercer de violence à l'intérieur de ce cercle, à moins d'être définitivement excommunié. Autrement dit, d'aller tout droit en enfer. Bien. Ce qui à l'époque ne tentait personne. Donc, ça s'appelait une sauveté. Donc, dès le 8e siècle, qui était une époque très âpre, très violente, on dit qu'aujourd'hui il y a de l'insécurité, mais rien par rapport à la façon dont les gens vivaient à cette époque-là. Hein. Donc, il y avait des sauvetés dont l'Église avait ce pouvoir d'empêcher les nobles de se battre et de massacrer. Ce n'était pas rien parce qu'ils en avaient grande envie. Ils n'étaient bon, ils ne savaient quasiment rien faire d'autre. L'Église avait également le pouvoir de réglementer les mariages. Et qui réglementait les mariages s'assurait un des leviers les plus puissants,
sur le fonctionnement de la société, des classes supérieures de la société. Bon. À table, c'est pareil. À table, il y a le carême, évidemment, 40 jours. 40 jours avant Pâques, on fait carême. Là, ça rigole pas. On ne peut manger aucun corps gras et aucun produit d'origine, aucun produit carné. Autrement dit, les seuls produits d'origine animale qui sont tolérés, ce sont les poissons. Alors, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir des controverses théologiques, notamment par rapport au gibier d'eau. Les sarcelles, par exemple. Vous allez sourire. Mais encore aujourd'hui, la sarcelle n'est pas considérée comme un aliment gras. Je vous l'assure. Vous pouvez très bien servir sans froisser les préceptes religieux de la sarcelle en plein carême, même à des prêtres. Ils peuvent la manger. Parce que la sarcelle, c'est un canard qui il est quand même très proche des poissons, puisqu'il vit sur l'eau, si vous voulez. Bon, alors après, il y a une controverse avec les écrevisses. Est-ce qu'on peut manger des écrevisses ou est-ce qu'on ne peut pas en manger? Dans certains diocèses, on peut. Dans d'autres, on ne peut pas. Bon. Et puis, il va y avoir une pression de la société très forte pour essayer quand même de passer un peu la marge. Parce que dans les pays où on a de l'huile, dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, on a de l'huile, on peut avoir un corps gras, puisque c'est végétal. On peut en manger tout le temps. Mais en Normandie et dans le nord de la France, en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, de l'huile, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que pendant 40 jours, pendant les vigiles, les 4 temps, etc., il y a à peu près entre le tiers et la moitié des jours maigres dans l'année. Et bien là, on n'a pas de corps gras. Pas de crème, pas de beurre, pas de saindoux, pas de suif, rien, si vous voulez. C'est très ennuyeux pour des gens qui ont un besoin calorique important. Tout se fait à la main, il n'y a pas d'ascenseur. On laboure à la main, les artisans travaillent à la main, les épées se manient à la main. On n'a pas encore inventé la Kalachnikov, on se bat au contact. Si vous voulez, c'est très dur. Faire du cheval, bon, moi je ne suis pas cavalier, mais je sais qu'après une journée de cheval, on est fatigué, c'est dur, je veux dire. Donc on a un besoin de calories très important, et on n'y a pas droit. Ça pose vraiment problème. Donc il va y avoir des accommodements, on va donner des... C'est pas des indulgences, on va donner des... le nom m'échappe tout de suite, ça va me revenir. On va donner des autorisations temporaires si vous voulez, mais attention, en payant. En payant. Il faut donner un peu d'argent. C'est pas qu'on achète le droit de manger gras, mais on compense par une sorte de pénitence pécuniaire le fait que l'on va enfreindre une règle liturgique. Et si vous allez à Rouen, vous verrez, et vous pourrez monter, en haut de la tour du beurre. Ah oui, la tour du beurre. Et la tour du beurre, pourquoi ça s'appelle tour du beurre? Pas parce qu'on y faisait le beurre, absolument pas. C'était une tour de guet, c'est un beffroi. Mais parce qu'elle a été édifiée par l'évêché de Rouen avec l'argent que les gens donnaient pour pouvoir manger un peu de beurre, quand c'était pas autorisé. C'est la tour du beurre. Non, vous voyez, c'est quand même, c'était un gros problème. Alors, toute l'économie médiévale, notamment la conservation du poisson, parce que c'est bien joli, on mange du poisson en hiver, il fait froid, le poisson voyage. En été, les jours maigres, comment il voyage le poisson? Il ne voyage pas. Si on ne peut pas en pêcher sur place, ben, il n'y en a pas. Donc il va y avoir le hareng et la morue. Le hareng mariné, le hareng salé, la morue salée, qui vont avoir une importance considérable dans l'alimentation des gens. Parce qu'on a un besoin en protéines, comme on a un besoin en matière grasse. On ne peut pas se nourrir uniquement de pois chiches, de fèves et de brouets, c'est pas possible. Surtout quand on travaille dur. Alors, le ménagier de Paris, dont vous pourrez voir un exemplaire original, une copie originale, si vous avez l'exposition dont je vous ai parlé. Dans une vitrine, il y a un ménager de Paris qui est exposé. Et donc, on a trouvé là-dedans, ça date de la fin du XIVe, on a trouvé un dîner de carême. Alors, le ménager de Paris, vous en avez peut-être entendu parler déjà, je peux en dire un mot. C'est un ouvrage qui a été rédigé par un bourgeois parisien, un bourgeois riche, très instruit. Et ce bourgeois riche, je ne sais pas ce qu'il faisait, j'ai oublié, on doit pouvoir le savoir, arrivé à l'âge mûr, dirons-nous, il devient veuf. Évidemment, il se remarie, bien sûr. Il se remarie avec une très jeune femme, très jeune. Bien.
Et elle est certainement très agréable puisqu'il l'a choisie, mais le problème c'est qu'elle est très jeune et elle ne sait pas faire grand-chose en cuisine, et non plus, parce qu'il a sûrement quelqu'un pour faire la cuisine, mais ce n'est pas une maîtresse de maison. Elle n'a pas d'aptitude pour gérer la maison, alors donc il va écrire un traité ménager, dans lequel on trouve une quantité de choses extraordinaires, notamment comment on fabrique le savon, notamment les bons usages de table, quelle est la pharmacopée qu'il faut détenir à la maison pour faire face à certains petits troubles de santé qui ne justifient pas d'aller chercher un médecin. On trouve, mais alors tout et son contraire, comment on entretient le linge, comment on doit faire les inventaires, comment il faut surveiller le personnel, et on trouve des recettes de cuisine, pas mal, parce que ça devait être quelqu'un qui aimait bien manger. Et on trouve des menus. Et là vous avez un dîner de carême. Alors ce dîner de carême, il y a 3 services. Alors le premier service, autrement dit, se comporte de pommes cuites, de figues grasses, autrement dit bien mûres j'imagine, de vin de Grenache. Alors c'est quand même intéressant d'avoir des figues à pas un peu problème, parce que c'est quand même pas tout à fait la saison. C'est un peu tôt dans la saison. Alors ces figues, il n'y a qu'une explication, elles viennent du sud. Elles viennent du sud. Encore, si vous voulez, un indice qui montre, même si les moyens de transport étaient alimentaires, les produits voyageaient quand même, pour qu'il y avait les moyens de les payer. Les figues en carême, même si le figuier est précoce. Alors, il y avait du vin de Grenache, du cresson et du soré, des pois coulés. Alors, pois coulés, c'est les pois, alors je ne sais pas comment on a fait pour les couler, mais je pense que ce sont des pois chiches, des pois verts par contre, des pois cassés, ces gros petits pois que l'on fait sécher et qui en séchant se partagent en deux quand on enlève l'enveloppe. Des anguilles salées, des harengs, du brouet blanc sur perche et sèche frites ou gravées. Alors le gravé c'est un genre de vin rosé, donc on fait frire des perches et des sèches et on les sert arrosées avec du vin. Voilà. Au deuxième service, il y a poisson d'eau douce le meilleur possible. Alors c'est amusant, mais on va retrouver dans les recettes de Guillaume Tirel, de Taillevent, ce mot, le meilleur possible, on va le retrouver très souvent. Hein, ça veut dire que l'on doit choisir la meilleure qualité, évidemment, et on le précise. Poisson d'eau douce le meilleur possible, et poisson de mer, bourré à la sauce chaude. Tanche aux soupes. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Des tanches, alors les soupes, c'est quoi la soupe? Ce sont des tranches de pain que l'on trempe avec du bouillon. C'est ça la soupe. Donc on va mettre des tanches sur des tranches de pain et on va noyer ça dans du bouillon. Des écrevisses, des pâtés de Brême et des plis cuites à l'eau. On n'avait pas encore inventé la cuisson meunière, j'imagine. Voilà. Parce que la plie, c'est déjà pas un poisson d'une saveur extraordinaire, ça a le mérite de ne pas avoir d'arête. Quand on lève les filets correctement, il n'y a pas d'arête, c'est un poisson plat. Mais bon, nous, on la préfère frite ou meunière. À l'eau, la plie. Troisième mets, une fromentée au marsouin. Alors, la fromentée, c'est un bouilli de blé. C'est une bouillie de blé, de farine de blé. Fromenté au marsouin, pâté nordique et maquereau rôti. Et crêpes. Ah, pimpernot rôti. Alors les pimpernot, ce sont des gros coquillages. Ça donne une idée de la richesse du marché aux poissons à Paris. Quand même. Hein. Huîtres, sèche frites. De nouveau. On doit aimer ça. Il y en avait au premier service, il y en a au troisième service. Avec des brochets en biscuit. C'est un pâté, évidemment. On a fait un pâté avec du brochet. La cuisine médiévale fait énormément de pâté. Voilà. Et ça donc, on le trouve dans le ménager de Paris. C'est un parmi d'autres. Hein, où il y a de nombreux menus, des menus ordinaires, des menus de réception, des menus maigres, des menus gras. Voilà. Donc c'est une mine d'informations extraordinaire, ce ménager de Paris.
Alors, comme je vous le disais, ce classement est assez fluctuant. Hein, voilà. Il va y avoir des accommodements avec le ciel en fonction des nécessités, je dirais. Hein, parce que voilà, c'est. Alors, parmi les aliments, à part les poissons jugés licites, c'est-à-dire pouvant être consommés les jours maigres, on trouve les escargots, dont on mange beaucoup au Moyen-Âge. On mange beaucoup d'escargots. La tortue, les grenouilles. Alors, la macreuse, qui est un canard. La macreuse, c'est une variété de canard qui vit sur le littoral. Voilà. La sarcelle, je vous en ai déjà parlé, qui est un palmipède des zones marécageuses, etc. Voilà. Et les exceptions vont se multiplier au fil du temps. Il va même y avoir des exceptions par paroisse. Par paroisse. Alors, ça a dû se négocier d'une manière ou d'une autre, mais bon, dans telle paroisse, on va accepter tel aliment pendant le carême, et ça peut changer. Ça peut changer. Alors, vous savez que la réforme de Martin Luther, à partir, au début du XVIe siècle, en 1517, Martin Luther, moine catholique, se défroque et il entre en rébellion contre l'Église catholique, contre la papauté. Il affiche à Wittenberg, sur les portes de l'église du village, il affiche ses fameuses propositions. Bon, c'est le départ de la réforme. L'Église réformée, la réforme. Et cette Église réformée va prendre de l'importance et de l'audience, on le sait, beaucoup plus vite dans les pays de l'Europe du Nord que dans les pays de l'Europe du Sud. En Espagne, ça n'a pas marché du tout. En Italie, non plus. Bon. Et pourquoi ? On en revient à l'histoire du gras. On en revient à l'histoire du gras. Parce que lui, il estimait que ces prescriptions religieuses étaient nulles et non avenues parce qu'il n'y en a pas trace dans l'Évangile. C'est une invention de l'Église. Donc il dit non, on doit revenir, c'est, si vous voulez, l'axe principal des idées de Martin Luther. On revient à la vérité des textes. Et dans la vérité des textes, il n'est pas question de gras, de maigre, de tout ça. Non, pas du tout. Hein, voilà. Bon. Une image qui vient du Tarquinum Sanitatis, qui montre des pêcheurs qui pêchent devant les piles du pont Notre-Dame, à Paris. Voilà. Donc à Paris même, on pêche et on décharge le poisson, voilà, comme ça, sur les... Alors, toujours une image du Tarquinum Sanitatis qui montre les chopes du poissonnier. Une image qui est un petit peu intéressante parce que vous avez ici la présentation des poissons frais sur des lidales, dans des grands paniers en osier. Là, sur l'étal, on vend et on débite le poisson que l'on pèse avec cette balance. Et puis devant, vous avez les caques. La caque des harengs, la caque de la morue. Alors là, on distingue bien les harengs ici. On voit les harengs. On voit, alors là, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais probablement de la morue. Et puis les harengs se font soit saumurés, soit salés. Hein. Et donc, il y a plusieurs recettes pour les accommoder. Et les harengs viennent bien évidemment d'Europe du Nord, principalement de la Baltique, dans lesquels ils sont en surabondance. Voilà. Ces harengs on les fait sécher. Alors, j'ai trouvé une photo, une sécherie de morue, qui date des années de tout début du 19e. Et on a tout lieu de penser que la manière dont on séchait la morue en plein air, après l'avoir salée évidemment, elle était salée dans les cales des bateaux, mais elle était encore relativement riche en eau quand elle débarquait, donc il fallait faire une période de séchage avant de pouvoir la commercialiser pour être sûr qu'elle ne moisisse pas. Donc on la faisait sécher en plein air sur des potences comme ceci. Voilà. On a des traces des sources documentaires qui montrent qu'à la fin du XVe, à Dieppe, on commercialise plus de 4 millions de harengs. Bon, c'est quand même pas mal. Alors on les commercialise après les avoir mis en caque, les avoir conservés, évidemment. Voilà. Les pêcheurs basques et malouins, à Biarritz, alors, quand on va à Biarritz et qu'on regarde le port de Biarritz, on est un peu étonné parce que c'est grand comme un peu plus grand que cet amphithéâtre peut-être.
mais guère plus. Et il y avait pourtant des pêcheurs qui allaient chercher la morue sur les bords de Terre-Neuve à Biarritz. Alors que le port est minuscule. Biarritz était un port de pêche à la morue. Saint-Jean-de-Luz également était un port de pêche à la morue. Voilà. Et puis les Malouins, bien sûr, les Malouins. Les marins de Saint-Malo, évidemment. Voilà. Bordeaux un peu plus tard. Bien. Alors je ne vais pas le répéter, je vous ai déjà parlé de la stoffinade aveyronnaise. La stoffinade qui est un des plats phares de l'Aveyron, puisque le grand cuisinier Michel Bras, 3 étoiles à l'Aïol, le met encore très régulièrement à sa carte. C'est une salade tiède de morue effeuillée, de pommes de terre, d'œufs durs, avec des capres et des aromates, du persil et de l'ail. Voilà. Et les Aveyronnais faisaient dessaler la morue en attachant la morue avec une corde dans les ruisseaux. On laissait ça dans l'eau courante jusqu'à temps qu'elle puisse être assez dessalée pour être consommée. Voilà. Alors, une chose de très intéressante maintenant, c'est nous allons voir apparaître les premiers livres de cuisine français. Voilà. Alors, ça remonte donc, il n'y a pratiquement jusqu'au début du XIVe siècle, on ne trouve rien, sauf quelques copies dans les abbayes. Les moines vont copier les ouvrages d'Apicius, ils vont copier tout ça, mais on ne trouve absolument pas de livre de cuisine qui puisse digne de ce nom avant le début du XIVe siècle. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a une relation directe, et ça, je vous ai souvent parlé du livre très intéressant de Jean-François Revel, qui s'appelle Un festin en paroles. Je vous incite vivement à mettre la main dessus et à le lire. Vous serez vraiment séduit. C'est un très très bel ouvrage, format livre de poche. Et donc Jean-François Revel fait un parallèle très très bien documenté et très pertinent entre la quantité de livres de cuisine que l'on écrit et que l'on publie et l'invention, la créativité d'une époque et la technicité d'une époque par rapport à la pratique de la cuisine. Et il est vrai que tant qu'il n'y a pas de livres de cuisine nouveaux et de publication de livres de cuisine, on peut dire que l'on est toujours sur les anciennes pratiques et qu'on n'a rien changé. Apparaît un livre de cuisine et c'est là le témoignage de la nouveauté et de l'invention en termes de technique et de gastronomie. Alors, en 1306, en 1306, on trouve un premier ouvrage qui est le premier. On n'a rien trouvé de plus ancien, à part évidemment les livres de l'Antiquité d'Apicius et autres. Alors, ce traité, on ne sait pas vraiment qui en est l'auteur. Il est copié, recopié dans les abbayes. Bon, il n'y a pas d'imprimerie à l'époque, donc il est copié, recopié dans les abbayes. Et il s'appelle le traité où l'on enseigne à faire et à appareiller et à assaisonner toute viande selon divers usages de divers pays. Alors, un peu de vocabulaire. Appareiller. On emploie encore le terme en cuisine aujourd'hui. On parle d'un appareil. Bon, un appareil, c'est un mélange de substances alimentaires. Un appareil. Vous faites une crème anglaise, vous mélangez des jaunes d'œufs avec du sucre, vous avez fait un appareil. Vous faites une sauce béchamel, vous avez fait un appareil. Un appareil en cuisine, c'est un terme très général, si vous voulez. Donc, appareiller veut dire associer les produits, tout simplement. Et assaisonner, bon, on comprend. Le sens n'a pas évolué. Le mot viande, par contre, à cette époque-là, viande veut dire produit alimentaire. Ne veut absolument pas dire chair des animaux que l'on consomme, comme aujourd'hui. Une viande, d'ailleurs Rabelais dit, je le cite de mémoire, dans le tiers-livre, je crois, quand il décrit la bagarre entre les foissiers de Lernay et qui va se transformer en guerre, il dit « Notez que ces viandes célestes que manger au déjeuner foisse fraîche, avec raisin mûr ». Cite de mémoire. Non, la foisse, qui est une galette de farine de blé, hein, tout simplement, c'est du pain frais, la foisse est qualifiée par Rabelais de viande. Donc viande, ça vient du latin vivenda, qui veut dire nourriture, qui a donné le mot vivre. Et quand vous parlez des vivres, vous ne parlez pas de la viande, vous parlez de tout ce qui se mange et que vous avez prévu d'amener avec vous. Voilà. Bon. Donc, vers 1350, alors là, c'est signé. Apparaît le grand cuisinier de toute cuisine. C'est un ouvrage anonyme
que l'on recopie à la main et que l'on va retrouver dans beaucoup de ce qu'on appelle les grandes maisons, c'est-à-dire à l'époque les maisons princières, dans lesquelles on entretient une brigade de cuisine importante. Et là, on va retrouver ce bouquin-là, qui est en réalité un manuscrit recopié, et pour la première fois, est signé par un certain Pierre Pidoux, dont on reparlera, parce que c'est un cuisinier connu à l'époque, un cuisinier très compétent, qui a laissé une trace dans l'histoire. Et donc, ce grand cuisinier toute cuisine, c'est un mélange de recettes qui viennent directement d'Apicius, des recettes antiques donc. On va retrouver toute la cuisine médiévale dedans, et on va retrouver également quelques nouveautés intéressantes, des choses qui ne se faisaient pas, et notamment, on va voir apparaître, je vais vous en reparler, on va apparaître la notion de ragoût, le ragoût que l'on cuisine sur la braisière. Ça, c'est tout à fait nouveau, donc on n'est plus dans le pot, dans la cuisson dans un liquide, dans le rôtissage, on a dans un petit récipient sur la braise, on va cuire des aliments ensemble, c'est l'ancêtre du ragoût. On en trouve les premières traces dans son ouvrage. En 1396, le Ménagier de Paris, dont je vous ai parlé, qui est un traité d'économie domestique, mais qui comprend pas mal de recettes très bien détaillées. Voilà. Et puis enfin et surtout, en 1376, paraît le Viandier. Alors, Viandier, il faut comprendre qu'il s'agit de... il n'y a pas de traduction. Il s'appelle le Viandier parce que ça traite de tous les produits alimentaires et de toutes les manières qu'on a de les accommoder. C'est le premier véritable traité de cuisine française. C'est celui-là. Alors, on sait qu'il a écrit, on le connaît très bien, c'est Guillaume Tirel. On sait qu'il est né en 1310, il est mort en 1395, donc il a vécu vieux. Bien que cuisinier, il a vécu vieux, et il a le surnom de Taillevent. Alors ce Taillevent, c'est un personnage. C'est vraiment un personnage parce que il a une carrière qu'on a pu retracer, qui est vraiment très prestigieuse. Voilà. On peut dire aujourd'hui que Taillevent, c'est le premier d'une longue lignée de cuisiniers vedettes. Alors c'est un cuisinier vedette parce que c'est le cuisinier des rois, du roi de France. Pas dès le début. Il va commencer comme apprenti en Normandie. Bon, on va retracer un peu sa carrière. Voilà. Alors, son ouvrage, dont vous avez la reproduction des premières éditions imprimées, est écrit en français, évidemment, qui n'est pas de la langue savante. Hein. Les ouvrages savants, à l'époque, se publiaient en latin. Là, évidemment, c'est en français. Et là, vous voyez, c'est marqué en haut, le livre, en caractère gothique, le livre de Taillevent, grand cuisinier du roi de France. Et on représente ici... Taillevent est représenté ici. Alors, c'est amusant cette image parce qu'il est représenté devant un édifice qui est manifestement un palais, puisqu'il y a ici des arcs. Au-dessus, il y a une dame, avec une coiffe, une dame dont semble-t-il de la bonne société, qui le regarde. Et il est en train d'acheter des produits alimentaires à un qui est tête nue. Donc dans l'image de l'époque, cela signifie clairement qu'il n'est pas noble, alors que Taillevent, lui, est coiffé. Taillevent sera anobli par le roi dans les dernières années de sa vie. C'est un roturier, mais il sera anobli par le roi. Voilà, donc ça c'est quand même une image très intéressante. C'est une reproduction de la toute première édition imprimée. Alors, le titre complet de l'ouvrage, c'est « Ci-après ». S'ensuit le viandier pour appareiller toute manière de viande que Taillevent, que du roi notre sire, fit tant pour habiller et appareiller, bouillis, rôtis, poissons de mer et d'eau douce, sauces, épices et autre chose à ce convenable et nécessaire, comme si après sera dit. On a l'impression de lire Rabelais dans le texte initial. Enfin moi j'adore cette langue médiévale, et donc... Alors que Rabelais viendra plus tard, hein, quand même. Le terme habillé là, est écrit à l'ancienne mode. Alors, habiller, que veut dire habiller? On habille toujours en cuisine aujourd'hui. Hein. Quand on apprend à habiller un carré de veau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on enlève les os de la colonne vertébrale, on enlève la partie supérieure, on dégage le haut des côtes, on ficelle le carré de veau, on a habillé le carré de veau. Voilà, donc habiller en cuisine veut dire on habille une barbue. On la prépare pour la cuisson. On ébarbe, on enlève les ouïes, etc. Voilà. Donc habiller est toujours utilisé en cuisine et signifie préparer un produit pour le mettre en cuisson. Voilà. Et vous voyez que là, il s'agit
Il s'agit de bouillie, de rôti, de sauce, d'épices. On ne parle pas d'autres modes de cuisson. Et pourtant, on va en trouver dans son livre. On va trouver la trace des premiers ragoûts. Voilà. On va trouver également des inventions culinaires, je vous en parlais. Taillevent invente des techniques que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est lui notamment qui a inventé l'étamine. Alors l'étamine, c'est quoi? L'étamine, c'est une toile très solide, très serrée. En général, c'est du lin, en général. Une toile assez grande qui sert à quoi? Qui sert à passer les sauces pour les avoir parfaitement lisses. Alors il faut être deux. Il faut mettre l'étamine sur une marmite. Il faut deux qui tiennent, un qui verse. Et quand c'est versé, on replie l'étamine et on serre. Et on serre. On serre. Et puis coule la sauce qui est débarrassée de toutes les petits fragments qu'on pourrait qualifier d'impureté. C'est Taillevent qui l'invente. C'est une invention assez remarquable. Il faut le dire. Parce que jusque-là, on se contente de servir des broyats en guise de sauce. Ça dénote d'une volonté de rénover, d'innover et de rénover la manière dont on sert les sauces. Taillevent, ce Guillaume Tirel, on peut le mettre, si vous voulez, dans les ancêtres des Carême, des Escoffier, des Bocuse. Pour moi, il fait partie de la théorie. Voilà. Je l'ai mis là parce que c'est en plus un personnage très très attachant quand on s'intéresse à sa vie. Voilà. Alors, il est né en 1310 à Ponto-de-Mer. Il va commencer comme apprenti, enfant de cuisine, chez Jeanne d'Évreux. Alors Jeanne d'Évreux, c'est la belle-fille de Philippe le Bel. C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, il va être ensuite, alors quelques années plus tard, il va être c'est-à-dire cuisinier. Alors le mot de queue vient probablement du latin coccus, qui veut dire cuisinier, qui a donné le mot de coq. À bord des bateaux, on ne parlait pas du chef, on parlait du coq, qui a donné l'anglais cook. Beaucoup de mots anglais viennent du vieux français, qui lui-même vient souvent du latin. Voilà. Alors, à l'époque, c'est le que. Alors, ça n'a rien à voir, il n'est que des casseroles. De toute façon, des casseroles, il n'y en a pas à l'époque, quasiment pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Parce qu'on dit le maître que, c'est parce que c'est lui qui veille au que des casseroles. Non, ça n'a rien à voir, hein, absolument pas. Voilà. Mais enfin, cette étymologie du mot que est relativement incertaine. Voilà, et il est donc sergent d'armes du roi. Alors, sergent d'armes du roi, ça ne veut pas dire du tout qu'il s'occupe de protéger le roi avec des armes. C'est un grade. Dans la maison royale, il y a des grades. Et sergent d'armes, c'est un grade, si vous voulez, comme capitaine, commandant ou colonel dans l'armée. Donc c'est une distinction. Voilà. Il va devenir également premier écuyer de cuisine. Alors, écuyer, on ne peut pas être écuyer si on n'est pas noble. L'écuyer, c'est forcément un noble. Donc il faut l'anoblir pour qu'il soit écuyer. C'est une charge effectivement très importante. Il va entrer au service de Charles VI en 1381. Donc il est déjà pas tout jeune, hein, 1381. En qualité de premier écuyer de cuisine du roi, qui l'ennoblit et le nomme pour finir maître des garnisons de cuisine du roi. Autrement dit, c'est le chef de tout. Et vous allez voir qu'il est pas chef d'une petite équipe. Hein. Je vais vous montrer. Il a la totalité des services de bouche. Voilà. Panetterie, friterie, échansonnerie, tout ce qui se mange et se boit dépend de sa juridiction. À titre indicatif, ils disent dans l'exposition que il y avait deux cuisines. Il y en a une que l'on visite, enfin on voit les cheminées, ce qu'il en reste. Et là, on y faisait quotidiennement 600 couverts. Et puis après, il y avait la cuisine du roi, qui a disparu. Elle était dans le palais royal, elle était ailleurs, elle a disparu. Et dans la cuisine du roi, là, on faisait les repas de la table du roi, où il y avait aussi beaucoup de monde, mais qui n'était pas le commun. On voit encore la cuisine du commun à la conciergerie. Voilà, ça fait partie de la visite. Bien, il meurt en 1395 et on l'enterre à Hennemont, et ça, vous avez sa pierre tombale là. Alors la pierre tombale, eh bien, il est clairement représenté comme un noble, puisqu'il est entouré de gens qui prient pour lui. Je crois qu'il s'agit de ses deux épouses. Il a eu deux épouses, non pas simultanément, mais successivement. Et là, vous avez son écu.
Alors vous avez son écu qui est avec 3 marmites. Voilà. Donc il est quand même, il est noble, mais en fait c'est un cuisinier noble. C'est le premier qui a eu une telle ascension sociale. Bon, il y en a d'autres de nos jours, n'est-ce pas? Voilà. Alors, son traité est très novateur. D'abord parce que c'est le premier qui va avoir la démarche de codifier le métier. C'est-à-dire de traiter séparément du poisson, de la viande, de ce qu'on fait bouillir, de ce qu'on fait rôtir, comment on fait les sauces. Jusque-là, tout est mélangé. Tout est mélangé dans les livres de cuisine. Lui, il va mettre de l'ordre dans tout ça. C'est ce que feront Carême et Escoffier des siècles plus tard. Ce sera la même démarche. Donc c'est la démarche de quelqu'un qui a de son métier une idée relativement élevée. Voilà, c'est la première remarque. Ensuite, il attache beaucoup d'importance aux sauces. Voilà. Il va inventer les tamides, il va essayer d'améliorer la consistance, d'en améliorer la texture, sans doute aussi le goût. Et puis, il va inventer des choses. Alors, il invente les 3 dodines, qui sont 3 sauces. Ça n'a rien à voir avec la dodine de canard que l'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ce sont des sauces. Il y a la blanche, la rouge et la dodine de verger. Voilà. Et donc, il invente des choses. Une recette. Alors, une recette de Taillevent. Alors, le potage appelé versuse. Alors, et impératif, il tutoie, il ne dit pas ayez, il dit et. 4 roux d'œufs bien frais. Les roux d'œufs, ce sont les jaunes. Hein. Plus tard, on dira les moyeux. D'abord, on dit les roux d'œufs. Ensuite, on dira les moyeux. Et à notre époque, on dit les jaunes. Mais il n'y a pas si longtemps qu'on dit les jaunes d'œufs. Jaune d'œuf, c'est le début du 19e. Jusque-là, on dit les moyeux. Moyeux au sens de milieu. Voilà. 4 jaunes d'œufs bien frais. Une demi-once de cinnamon. C'est la cannelle. Cinnamon, en anglais, c'est la cannelle. Donc, en vieux français, cinnamon, c'est la cannelle. Une demi-once. Alors, bon, je vous ai mis les proportions à côté. Hein. 4 jaunes d'œufs, 16 grammes de cannelle. Une once, c'est 33 grammes. Hein. D'accord, à peu près. 4 onces de sucre, 630 grammes. 2 onces d'eau de rose. 4 onces de jus d'orange, 130 grammes. Et 2 onces d'eau de rose, 70 grammes. Un peu de safran si on en a. Et on travaille ensemble tous les ingrédients, on réduit tout en un corps et le fait cuire, ainsi qu'est dit ci-dessus au chapitre du jus safrané ou du jus jaune. Et si tu veux pareillement, tu pourras ajouter un peu de safran pour donner couleur. C'est une viande merveilleusement saine, principalement en été, et fort plaisante, qui nourrit bien, et grandement rafraîchit le foie et réprime la colère. Alors la colère, attention, c'est la bile, la colère. Hein. À l'époque, la colère, c'est la bile. Hein. D'accord. C'est pas quand on se fâche. Hein. Enfin, peut-être qu'on se fâche quand la bile remonte. Hein. Donc, voilà. Alors, un plat très agréable, nourrissant, qui rafraîchit la bile. Alors moi, je vais vous dire, pour moi, ce que c'est ça. C'est une crème anglaise. Clairement, c'est une crème anglaise. S'il prend la précaution de cuire sans faire coaguler les jaunes, ce que je peux supposer, parce que sinon, c'est vraiment pas appétissant, eh bien, il fait une crème anglaise. Tout simplement. Mais pour lui, ce n'est pas une crème anglaise pour accompagner des desserts. C'est un potage. Donc ça signifie que ça va être servi au premier service, puisque c'est au premier service qu'on sert les potages. Donc vous voyez qu'entre le potage, qui est composé de légumes, éventuellement de viande cuite dans un pot, comme on a toujours fait depuis peut-être le néolithique, et le potage qu'à la fin du XIVe siècle, un grand cuisinier de l'époque invente et inscrit à son menu, vous imaginez le parcours que l'on a fait. Mais on garde ce terme de potage. C'est tout simplement, voilà, parce qu'elle servit en début de repas. J'ai tout dit. Alors, je vous disais qu'il y avait du monde. Eh bien oui, beaucoup. J'espère que c'est lisible. Parce que là, vous voyez quand même qu'il y a plus de 150 personnes qui dépendent du gouvernement de ce Guillaume Tirel. En cuisine, il y a 11 écuyers. Bon, lui-même fait partie des écuyers, mais il y en a quand même 11. On peut supposer que parmi ces 11, il y en a qui sont là un petit peu à titre honorifique. On peut le supposer.
parce que écuyer, c'est un titre honorifique. Ce sont forcément des gens nobles, les écuyers. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a un premier queue, le chef de cuisine, il y a 5 queues, 3 clercs. Les clercs sont les gens qui tiennent de la comptabilité, ce sont les gens qui savent écrire et lire. 3 aides, 5 rôtisseurs, qu'on appelle les hatteurs à l'époque, 4 potagers, 1 poissonnier, 2 sauciers. Bien, tout ça c'est pour faire la cuisine. Il y a 5 souffleurs. Ah oui, il faut souffler le feu. 2 bûchers, ce sont les gens qui approvisionnent en bois. Ils sont 2. Et à l'époque, on ne travaille pas 35 heures par semaine, hein. Ni 5 heures par jour, ni 6 heures par jour. Hein. C'est du l'aube au couchant et au-delà. 6 appelopins. Alors les appelopins, ce sont des apprentis. On peut les qualifier de marmitons, plutôt d'apprentis. Et ce sont eux qui souvent tournent la broche, quand il n'y a pas de système automatique pour le faire, de système avec un animal, une cage ou des systèmes à rappel de poids. Et alors, pourquoi sont-ils appelés appelopins ? Eh bien, parce qu'on ne les paye pas, et ils sont payés en nourriture. Et la nourriture qu'ils peuvent happer. Ils peuvent happer des lopins, c'est-à-dire des petits morceaux. Quand on coupe la viande, etc., eh bien, ils chipotent, et c'est leur salaire, si vous voulez. D'où le nom de appelopin qui a donné notre mot galopin, hein, d'ailleurs. Voilà. Des jeunes, des gens très jeunes, en fait, des garçons. Pas de filles, des garçons. 2 huissiers, 1 broyeur au mortier. On broie toute la journée, il actionne le mortier. 4 porteurs d'eau, 1 furetier. Je vous disais que le lapin était extrêmement apprécié, mais pas animal d'élevage au Moyen-Âge. Donc il faut un chasseur spécial pour le lapin, et évidemment il chasse au furet. Vous savez comment ça marche? C'est tout simple. Hein. On met un harnais au furet, avec une laisse, on envoie le furet dans le terrier, le furet attrape le lapin, on tire, on ramène le furet avec un lapin accroché au bout. Et ça marche très très bien. Hein. Voilà. De nos jours, ça ne se fait plus, mais la chasse au furet, c'était ce qu'on avait trouvé de mieux à l'époque, parce que pour tirer des lapins à l'arc, bon, même si on est à droit, ça ne doit pas être très facile. Alors, les valets servants de l'écuelle, un recueilleur d'écuelles, 4 valets de saucerie, fabrication des sauces, des commis sauciers, un garde de saucerie, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un pour garder les sauces qui sont certainement suffisamment précieuses pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les garder, pour les surveiller. 2 valets de chaudière, 1 voiturier. Voilà, ça c'est la cuisine. Ça fait déjà du monde. L'échansonnerie, c'est le service des boissons. Un premier échanson, 8 échansons, 4 clercs, 7 sommeliers, 3 barilliers, 3 garde-huches, 10 aides, 1 huissier, 1 voiturier. 8 et 1, 9, 9 et 4, 13, 20, 23, 26, 36, 38 personnes. La panetterie, alors la panetterie, c'est le domaine du pain. Un premier panetier, 6 panetiers. Aujourd'hui, on parlerait de boulanger. Ce sont les gens qui fabriquent et qui cuisent le pain. Un premier valet tranchant, c'est celui qui va faire les tranchoirs et les salières. Alors le sel est rattaché à la panetterie. Les tranchoirs, vous le savez, ce sont ces grandes tranches de pain que l'on met dans les écuelles et sur lesquelles on va déposer les viandes rôties de façon à absorber le jus qui s'en dégage, et ensuite ce pain, soit on le mange, soit plus souvent on le donne, ça fait partie des restes qui sont donnés et qui sortent de la salle de banquet. Ce mot de tranchoir, donc il faut bien le comprendre comme une large tranche de pain. Les valets tranchants, un premier valet, 5 valets, 3 clercs, 3 sommeliers. Alors il y a de nouveau des sommeliers à la panetterie, je ne vous dirai pas pourquoi, des porte-chapes, des valets de nappe, donc cela veut dire que le service du linge est rattaché à la panetterie. Un oublieur, qu'est-ce qu'il fait cet oublieur, d'après vous? Comment? Des gâteaux. Il fait des oublis. Il fait des oublis. Il fait des oublis qui sont, à cette époque-là, probablement, avec les tartes aux fruits qu'on fait depuis toujours, les seuls gâteaux sucrés qui existent. L'oubli, alors il y a plusieurs recettes, mais l'oublieur, alors là il y a marqué oublieur, mais on parlait plutôt d'oublayeur avec AY. Alors l'oubli, c'est un gâteau qui est généralement cuit dans la friture, mais pas forcément. On peut le cuire au four, sous la cendre, on peut aussi le cuire à la friture. C'est une pâte qui peut être sèche ou fermentée, autrement dit s'apparenter un petit peu à la pâte à pain. Et ce qui est toujours le cas, c'est que dès que c'est cuit, on le trempe, quand c'est encore chaud, dans le miel fondu, dans le miel liquide.
du miel qu'on a fait chauffer avec un peu d'eau, qu'on a liquéfié, on le trempe dedans pour qu'il se gorge de miel. Et c'est donc, pendant très très longtemps, le seul gâteau sucré que l'on va consommer. Il est fabriqué souvent par les pâtissiers, qui vont devenir pâtissiers oublayeurs, et ensuite garder le nom de pâtissier au fur et à mesure que l'art du pâtissier va s'enrichir, à partir de la fin du XVIe siècle et du XVIIe, et là le pâtissier va devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fabrique quasiment que des gâteaux, mais remarquez que de nos jours, de nombreux pâtissiers ont une vitrine, ce qu'ils appellent une vitrine salée, dans laquelle ils vendent des quiches, des pizzas, tout un tas de choses qui ne sont pas sucrées, mais qui se vendent bien, et c'est ce qu'ils appellent la vitrine salée. Et la vitrine salée, souvent, est de meilleur rapport que la vitrine sucrée, dans beaucoup d'endroits. Mais vous remarquerez que beaucoup de pâtissiers aujourd'hui, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, ont une vitrine salée. Voilà. Donc c'est en quelque sorte un retour aux sources. Voilà. Alors un bâchouer, il mène les chevaux chargés de pain, et un lavandier qui assure le lavage des nappes. Donc il est évident que le sel, la gestion du sel, qui est importante, et la gestion du linge sont rattachées à la paneterie. Et enfin la fruiterie, il y a 6 fruitiers en tout, 3 clercs, encore des sommeliers, alors je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là, je ne peux pas vous dire, un garde-fruits et 2 chauffe-cire. C'est intéressant ça. Ils vont chauffer la cire, pourquoi faire d'après vous? Pourquoi faire la cire? Eh bien pour tremper les queues des fruits, pommes et poires, parce qu'on a remarqué depuis longtemps que quand on obture, la queue des fruits se garde plus longtemps. On en améliore la conservation. Donc oui, il y a quelqu'un qui s'occupe de la cire. C'est intéressant. Et bien voilà. Donc il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Sans doute ce n'est pas de trop, vu l'importance du travail qui est à faire. Alors, des exemples de menus. 2 exemples de menus. Alors déjà, un repas servi par Taillevent. À propos, si vous allez à l'exposition, vous verrez un menu écrit de la main de Taillevent pour le banquet offert par Charles VI à, je ne sais plus à qui, au roi d'Allemagne, à l'empereur d'Allemagne et à son fils, qu'on appelait le dîner des 3 rois. Voilà. Alors, en 1384, donc, un premier service, là je pense que vous lisez bien, un premier service avec des chapons au brouet de cannelle, donc cannelle est utilisée dans un plat salé, manifestement, chose que nous ne ferons pas aujourd'hui, on ne le fera pas. Moi j'utilise de la cannelle, mais quand je fais par exemple, j'en mets dans les légumes du couscous, quand je les cuis, j'en mets un petit peu, voilà, bon. Mais c'est un plat exotique, et puis j'aime bien ça. On pourrait ne pas en mettre, si vous voulez. Donc c'est pas des poules aux herbes, des choux nouveaux, et puis la venaison. Voilà, n'est-ce pas, la venaison. Par venaison, comprenez le gros gibier en poil. On est bien d'accord. Hein, si ça s'agit de gibier en plume, ça ne c'est pas de la venaison. Le gros gibier en poil, c'est le cerf, qui bien qu'étant une viande très coriace et consommée, le sanglier. Et tous les animaux qui ont des coups, le marcassin, et puis les chevreuils, etc. Venaison. Deuxième service, rôt, le meilleur, évidemment. Pan au céleri, céleri, des pans. Alors le pan est une viande infecte. Le pan, c'est très mauvais. C'est pas bon du tout. Du tout. Mais pourquoi on sert du pan? Parce que c'est beau. On le sert revêtu de ses plumes. C'est magnifique. On est en plein Moyen-Âge. On déguise les mets et il faut que ce soit, peu importe, ce sera bon si c'est beau. Alors ne rions pas. Quand nous achetons des gâteaux dans une pâtisserie, vous achetez des gâteaux qui ont mauvaise apparence, vous? Vous achetez des beaux gâteaux. Et s'ils sont beaux, vous supposez qu'ils sont bons. Parfois on est déçu. C'est trop sucré, c'est trop sec, mais c'est beau. Si c'est pas beau, ça n'ira pas la peine de le mettre dans la vitrine. Et bien là, c'est pareil. On mange du pan, on mange du cygne, on mange du héron. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais on peut faire de magnifiques présentations avec. Pâté de chapon, levreau au vinaigre rosa. Alors, levreau, c'est le jeune lièvre, ça peut être du lapin aussi. Hein.
on apprécie beaucoup, beaucoup le lapin sur les tables nobles au Moyen-Âge. Beaucoup. Et c'est curieux parce que le lapin aujourd'hui n'est pas connoté comme une viande gastronomique. Pas vraiment. Si vous regardez les cartes des grands chefs, vous n'y verrez pas souvent du lapin. Pas souvent. C'est pas, alors qu'on a grande facilité à s'approprier, à s'approvisionner avec du lapin de qualité. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le lapin, j'avais un collègue qui était du Nord, il était de Lens, il était né dans une cité ouvrière, c'était un très très bon cuisinier, un ami aussi, et il disait chez nous, ses parents étaient des gens qui n'avaient pas un niveau de vie, étaient des gens peut-être pas pauvres, mais pas riches en tout cas, et il disait, il y avait un clapier derrière, lui il habitait dans un coron, parce que son père était mineur, et il y avait un clapier derrière, on élevait des lapins, et nous les gamins, on nourrissait les lapins. Après l'école, on allait chercher des herbes, on nourrissait les lapins, c'était une viande gratuite, qu'on mangeait le dimanche. Et lui, il aimait bien dans ses menus mettre du lapin, parce qu'il aimait ça, et souvent, il faisait notamment une bouillabaisse de lapin qui était un délice. Voilà. C'est un produit dont la connotation a pas mal évolué. Alors, après, au troisième service, on trouve des perdrix, des pigeons, des pâtés de venaison, des gelées et des lèches. Que sont les lèches? Ce sont de fines tranches de viande, généralement de veau, que l'on sert, qui ont été cuites au bouillon et que l'on sert dans la gelée de cuisson. On les cuit au bouillon en ajoutant ce qui va gélifier, c'est-à-dire des os de veau, des choses comme ça. Et ensuite, quand ce bouillon est pris en gelée, on sert ces lèches dans la gelée. Ça, c'est un plat médiéval très caractéristique que l'on trouve dans tous les traités de cuisine médiévaux. Quatrième service, le four. Que faut-il comprendre? Les tartes, tout ce qui est cuit dans le four, si vous voulez. La crème frite, ça se fait encore, vous la trouvez dans Escoffier, la crème frite. C'est une crème pâtissière très 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 serrée pour qu'elle soit solidifiée en refroidissant. Autrement dit, on va la lier à 150 g de farine au litre au lieu de 100, 150, 170 g. On la coule. Quand elle est figée, on la détaille, soit à l'emporte-pièce, soit au couteau, en losange, comme on veut. On la panne à l'anglaise, comme on pannerait une escalope, et on la trempe à la friture. Et c'est très bon. C'est croustillant à l'extérieur, c'est coulant dedans, et cette crème frite, vous en trouvez l'origine dans le taille-vent. Des pâtés de poire, je vous avais dit, on fait des pâtés avec tout, avec du poisson, de la viande, du gibier, des fruits, des légumes, pâtés de poire, amandes sucrées. N'oubliez pas que le sucre à cette époque-là est un produit de grand luxe le sucre, extrêmement cher. Noix et poires crues. Voilà un menu en gras, on va dire, c'est pas jour maigre, 1384, servi à un grand de ce monde. Et chez un bourgeois, dans le même temps, chez un bourgeois, que sert-on? Eh bien, ça c'est tiré d'un fabliau du 15e, on va servir plusieurs poissons, on va servir des conilles, parce qu'à l'époque on ne parle pas de lapin, on parle de conilles, comme ça, qui a donné l'espagnol conero. Le lapin c'est conero en espagnol, donc ils ont gardé la même racine. Nous on parle de lapin. Des oisons, alors en italien je ne sais pas. Des oisons, 4 chapons, 2 poules, 2 pâtés, 1 gâteau, des fruits. Bon, là on ne détaille pas, mais manifestement il y a un désir quand même de profusion. Parce que quand vous avez mangé tout ça, on n'a pas les moyens de faire comme font les nobles, mais on structure le repas de la même manière. C'est-à-dire que l'on multiplie les mets et en quelque sorte, on en sert beaucoup plus que ce qu'on devrait faire. À noter que cette habitude, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les siècles, vous allez voir que les menus que je vous montrerai, il va falloir arriver quasiment en 1970 pour en finir. Bon, je vous montrerai des menus de la fin des années 60. Vous vous dites, comment faisait-il? Et là, on mangeait de tout. C'était des menus de banquet, tout était servi, on mangeait de tout. Ou alors les assiettes repartaient. Mais attention, et c'était servi, c'était pas des assiettes toutes faites qui partaient de cuisine à cette époque-là. Et il y en a comme ça. Bon, donc cette habitude de manger beaucoup, on va la garder très très longtemps. Pas de légumes, énormément de viande, très peu de légumes, très très peu. Les légumes, c'est bon pour les gueux.
Et oui, surtout les légumes qui poussent dans le sol. Alors ça, vous ne les trouvez jamais sur les tables nobles, jamais. Ce qui est dans le sol, pas intéressant. Il faut que ça soit au moins dans l'air, autrement dit les herbes, les feuilles, oui, on en mangera un peu. Mais il faudra attendre l'époque de Louis XIV pour que les légumes, et notamment les légumes racines, entrent dans la cuisine des tables nobles. Jusque-là, il y a un préjugé, c'est fait pour les gueux. Il y a même des traités de médecine qui expliquent doctement que les nobles, les estomacs des nobles sont faits pour manger de la viande, et que les estomacs, je vous assure, et que les estomacs des gueux ne peuvent pas manger beaucoup de viande, ça les tuerait, ça leur ferait du mal. Il faut qu'ils mangent beaucoup de légumes et surtout des fèves, des pois, des raves, du céleri, des navets. Ça c'est très bon pour eux. Et puis s'ils peuvent avoir un peu de lard avec et autres, très bien. Du cochon salé, c'est bon. Mais les nobles, par contre, il faut qu'ils mangent de la viande. Voilà. Moyennant quoi, ils sont tous, ou presque à partir d'un certain âge, atteints par la goutte d'une manière abominable au point de ne plus pouvoir bouger. À l'époque, on appelle ça être podagre. Et La Fontaine, dans une de ses fables, parle des deux ennemis du genre humain, la goutte et l'araignée. Quand le ciel eut créé la goutte et l'araignée, les deux ennemis, etc., etc. Bon, je veux dire, c'est un fléau social pour la classe noble. Mais malgré ça, il continue à se... Bon, vous savez comment a fini Louis XIV, il a fallu l'amputer d'une jambe. Tellement il avait le sang complètement pourri par toute cette viande dont il abusait. Il paraît que pendant la quasi-totalité de sa vie, il fallait mettre sur sa table de nuit un poulet rôti, à l'époque les poulets faisaient 2 kilos, hein, un poulet rôti et une bouteille de Bourgogne. À la fin. Avant c'était du vin de Champagne. Il ne buvait que du vin de Champagne, qui n'était pas pétillant. Ou il y avait du vin tranquille, hein, mais il n'aimait que le vin de Champagne. Et son médecin, Fagon, avait fini par trouver que le vin de Champagne était très mauvais pour lui, qu'il fallait qu'il boive du Bourgogne. Mais le roi n'aimait pas le Bourgogne, donc il s'est quand même plié, il était tellement malade, il n'en pouvait plus, il s'est plié aux injonctions de Fagon, son médecin, et ça a été le grand démarrage commercial des vins de Bourgogne, qui était enfin devenu le vin du roi. Il y a des mauvaises langues pour dire que Fagon avait été payé grassement par les producteurs de Bourgogne qui enrageaient de voir que leur vin, qu'ils jugeaient meilleur au vin de Champagne, ce qui était probablement vrai, que leur vin n'était pas préféré au vin de Champagne. Voilà. Parce que ce que buvait Louis XIV, c'était tout le monde buvait la même chose, évidemment. Voilà. Bon. Alors, quand on n'est pas noble au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange de la soupe. Une soupe épaisse de légumes. Alors encore une fois, ça s'appelle soupe à partir du moment où c'est un potage dans lequel on a mis du pain. S'il n'y a pas les tranches de pain au fond, c'est pas de la soupe. Comprenons-nous bien. La soupe, à l'origine, ce sont ces tranches de pain. Il faut bien comprendre, hein, ça. Et on verse par-dessus le bouillon avec les légumes, avec éventuellement la viande salée de porc, s'il y en a, ou la poule au pot du roi Henri IV, etc. Voilà. La soupe de légumes, voilà, dans laquelle on a mis du lard, si on peut se le permettre, voilà. Ou de la morue, en jour maigre, quand on n'a pas le droit de... On mange énormément de pain, sauf en cas de disette, bien sûr. Hein. On mange énormément de pain, 1 kilo par jour. 1 kilo par jour, c'est normal. C'est quand même beaucoup, 1 kilo de pain. Et c'est du pain nourrissant. C'est du pain au levain. Les gens du peuple n'ont pas les moyens de manger du pain blanc. Le pain blanc est réservé à la classe dominante. Donc on mange du pain, ce qu'on appelle le pain balé. Le pain balé, parce que dans la farine, il y a une partie de la balle. Et la balle, ce sont les débris de l'écorce du grain de blé. Donc le pain balé, c'est le pain de ceux qui n'ont pas les moyens de manger du pain blanc. Le pain blanc, c'est pour les riches. Mais au passage, le pain balé est beaucoup plus nourrissant. L'apport en acides aminés est beaucoup plus important, en sels minéraux est beaucoup plus important, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est peut-être beaucoup mieux pour eux. Voilà. Donc, le bouillon permet de ramollir. On trempe la soupe, les tranches de pain, parce qu'on ne cuit pas du pain tous les jours. On ne va pas chercher la baguette de pain tous les matins. On cuit le pain quand on a allumé le four, quand on a chauffé le four. Et souvent, pour cuire le pain, il faut payer.
c'est le four banal. Et le four banal, on ne cuit pas pour rien. C'est le four du Seigneur. Tel jour, on va cuire le pain, on amène le pain, on le cuit, on paye une taxe. Donc, au début, il est frais, il est bon, et puis ensuite, il l'est de moins en moins, de plus en plus dur, et on va finir par le casser à la masse. Mais on ne va pas le jeter pour autant. On va le tremper. Voilà. Les œufs, on mange beaucoup d'œufs parce que la volaille est facile à élever, donc il y a beaucoup d'œufs. Et on mange aussi beaucoup de choux et de raves. Alors, les choux et les raves, qui sont des aliments pour les gueux, on sait aujourd'hui, quand on fait de la diététique, que le chou est une extraordinaire ressource de magnésium et qu'on ne peut pas bien se porter si on est carencé en magnésium, on le sait aujourd'hui. Les raves, c'est pareil, ce sont des aliments qui sont très intéressants au niveau nutritionnel. Bon, ça tombe bien, on va dire. Hein, tombe bien. Les légumes secs, les fèves, les pois, plus tard les haricots quand ils vont arriver, mais vous savez qu'ils viendront du Nouveau Monde, ils ne vont se répandre que dans le début du XVIIe siècle, et encore pas très vite. Et c'est ainsi que le fameux cassoulet de Castelnaudary, jusqu'aux alentours de la fin du XVIIe, il est fait avec des fèves. Les haricots remplaceront après. Et certains cuisiniers, des cuisiniers très connus et très compétents, dans la région de Castelnaudary, font de nouveau du cassoulet avec des fèves. Et c'est très très bon, c'est excellent. Voilà. Surtout si on a pris la précaution d'éplucher les fèves. En principe, on ne mange pas de viande, puisque la règle l'interdit. Seuls les malades peuvent manger de la viande, et puis on en mange un peu les jours de fête, mais normalement la règle interdit la viande. Donc on va manger du fromage, et c'est sans doute des œufs et du fromage, et puis du poisson aussi. Dans toutes les abbayes, il y a un vivier. Dans toutes les abbayes anciennes, on retrouve les traces d'un vivier. Vous avez également donc la fabrication des fromages. Aujourd'hui encore, les publicitaires communiquent volontiers avec des moines au ventre rebondi et la trogne réjouie pour vendre du fromage. Ça se fait encore pas mal, parce qu'il est vrai que la fabrication des fromages doit beaucoup aux ordres monastiques. Bon, je vous l'ai déjà dit, si vous allez à Dijon, achetez du citeau chez un fromager, vous allez vous régaler. C'est comme le reblochon, en bien meilleur. C'est fait de la même manière, mais c'est très au-dessus du reblochon. C'est fabriqué à Citeaux. Une partie de l'année, quand on estime que le lait convient pour ça. Sinon, ils vendent le lait. Et c'est les moines de Citeaux qui le fabriquent. Voilà. Puisqu'il y a encore une communauté à Citeaux. Qu'est-ce qu'on boit? On boit très peu d'eau. À propos de boisson, j'ai toujours pas la réponse à la question de l'autre jour. J'ai pas le temps de chercher, de toute façon, mais... Alors, on boit très peu d'eau. L'eau a très mauvaise réputation. À juste titre probablement. À l'époque, l'eau est prise dans les rivières. Alors, quand on a encore un puits qui est dans un endroit non pollué, ça va, mais bien souvent à Paris, on vend l'eau de Seine. Il n'y a pas de réseau d'adduction d'eau, donc il y a des porteurs d'eau. On vend l'eau qu'on a pris dans la Seine, autrement dit un bouillon de culture. Alors même si les gens ont les boyaux solides à l'époque, et sans doute un système immunitaire très... on peut l'imaginer, on sait très bien que par l'eau, beaucoup de troubles arrivent par l'eau, donc on aime l'eau, si on doit en boire, on va la couper avec du vin, voire même du vinaigre. Voilà, on va mettre du vin dedans, l'alcool du vin va probablement l'assainir un petit peu, et l'acidité du vinaigre. Donc il n'est pas d'usage de boire de l'eau pure. Par contre, on boit beaucoup de bière, beaucoup de cidre, on boit encore de la cervoise à cette époque-là, c'est-à-dire de la bière sans houblon, de la bière légère, très peu alcoolisée, sans houblon. On boit du cidre chaque fois qu'on peut. Alors le vin à l'époque, c'est souvent un produit assez bizarre, parce que la vinification n'est pas très performante. La conservation du vin se fait souvent dans des conditions pas idéales, et donc il arrive souvent que le vin soit victime de ce qu'on appelle, vous savez, il y a les maladies qu'on appelle la casse du vin, qui sont dues à des bactéries, souvent le vin est de piètre qualité, mais on ne le jette jamais. Même s'il n'est pas bon, on le boit quand même, parce que c'est mieux que l'eau. Voilà. Et donc les vins de qualité, pour encore un grand moment, ça va rester réservé aux gens qui ont les moyens. Alors, un dernier mot dans les minutes qui me restent sur... Je vous ai dit qu'il ne fallait pas parler de cuisine française, de cuisine européenne à cette époque-là. Et on va trouver donc
dans tous les pays européens, à part ceux qui sont à l'époque encore sous domination arabe, une grande partie de l'Espagne. Vous savez que le sud de l'Espagne ne sera évacué par les musulmans qu'à la toute fin du XIVe siècle, 15e, pardon, 1492. Le départ de l'émir Boabdil de Grenade, le dernier qui s'en va, c'est 1492. Voilà. Donc, mais partout, dans tous les pays où, disons, la civilisation est chrétienne, on va retrouver la même manière de manger, avec des changements dus à la saison et aux produits locaux, bien sûr, mais on va retrouver ces caractéristiques-là. Des pratiques culinaires identiques, les mêmes attentes des convives, au niveau de ce qui est servi, de la manière dont c'est servi, et les produits les plus appréciés sont les mêmes partout, à savoir essentiellement les produits carnés. Un régime extraordinairement carné, une alimentation basée à 80 ou 90% sur la viande et sur le gibier, le refus de consommer les racines, qui sont des végétaux ignobles. Alors, le terme ignoble n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. Est considéré comme ignoble ce qui ne convient pas aux nobles. Étymologiquement, c'est ce qui ne convient pas quand on est noble, ignoble. Alors aujourd'hui, ça a un sens différent, mais c'est ignoble, donc c'est réservé aux gens du commun. Sur les tables de nobles, uniquement les herbes, parce que c'est au-dessus du sol, c'est dans l'air. De la même manière que sont appréciés des oiseaux qui volent, parce que volant, ils s'approchent du ciel, où est censé être le paradis. Par contre, dans le sol, c'est l'enfer. Ah oui, non, mais attendez, on rigole, mais pour eux, c'est pas du tout de la rigolade. Une des raisons pour lesquelles, j'y reviendrai, la pomme de terre a été si longue à s'imposer, c'est pas parce que c'est mauvais, pas du tout. C'est parce que c'est noir et que ça vient de chez le diable. Et les prêtres disaient, oh là là, pas de ça. Et dans beaucoup de pays, vous vous êtes jamais demandé pourquoi la truffade en Auvergne c'est fait avec des pommes de terre. On pourrait penser qu'il y a des truffes dedans. Il n'y a pas du tout de truffes dans la truffade. C'est des pommes de terre cuites à l'eau que l'on cuit avec du Cantal jeune. C'est ça la truffade. Parce qu'on appelle truffe les pommes de terre en Auvergne. Pourquoi? Parce que c'est noir et que c'est dans le sol. Et les prêtres vont lutter contre la consommation de la pomme de terre. Ajoutez à cela qu'il va y avoir quelques cas d'intoxication, parce qu'on a mangé des pommes de terre mal conservées, qui avaient de la solanine, on en a mangé un peu trop, on a été incommodé, on n'est pas mort, mais on est incommodé. La solanine c'est un alcaloïde, c'est un poison. Bon, si vous faites une décoction de feuilles de tomate, vous faites votre testament d'abord. C'est fortement toxique. Toutes les parties de la tomate, de la racine à la fleur, sont fortement toxiques, fortement, à l'exception du fruit. La tomate, elle, on la mange. Mais tout le reste, c'est bourré d'alcaloïdes. Donc une bonne infusion de tiges de feuilles de tomate. Voilà. Maintenant, il paraît que c'est douloureux. Hein. On s'empoisonne, mais c'est douloureux. Bon. Alors, donc, les herbes, tout ce qui vole, tout ce qui est aérien, tout ce qui est vers le paradis, tout ça, ça va. C'est pour les nobles. Puis les gueux, ce qui est dans le sol. Voilà. Bien. Et puis, donc, le mélange habituel de la viande et du poisson, dans beaucoup de recettes de pâté, on mélange viande et poisson. Alors, vous avez des cuisiniers modernes qui, dans les années 80, à la fin des années 80, ont remis à la mode les recettes terre-mer. Et ça peut être très bon, très très bon. Je vous assure qu'un filet de cendre cuisiné et servi avec des escargots, c'est délicieux. Donc, on peut très bien mélanger les produits. Mais on a présenté comme une nouveauté, une innovation, quelque chose qui se faisait très très bien des siècles avant. On mélange viande et poisson. On mélange les saveurs sucrées et salées. Nous en avons quelques subsistances avec le canard à l'orange, le canard Montmorency. Bon, mais nous, le mélange sucré-salé en France, il est contenu un petit nombre de recettes que tout le monde n'apprécie d'ailleurs pas. Par contre, si vous allez en Angleterre, c'est beaucoup plus fréquent. Chez les Allemands, c'est beaucoup plus fréquent. Quand on sert du gibier, on sert de la confiture avec, etc., etc. Bon, pas de problème. Alors ça revient un petit peu. Maintenant, dans beaucoup de restaurants, on vous sert de la confiture de cerise noire avec le fromage de brebis. Personnellement, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus heureux. Mais enfin, bon. On peut... Non, mais c'est une opinion personnelle. Hein. C'est uniquement mon avis. Hein. Moi, le fromage de brebis, quand il est bon, je l'apprécie mieux tout seul. Mais bon. Voilà. Un usage immodéré des épices, un goût prononcé pour l'accumulation des victuailles,
des tables surchargées, la mise en scène des produits de repas rallonge. Eh bien, tout ça, c'est la cuisine médiévale, mais c'est aussi la cuisine de l'Antiquité. Donc on n'a pas vraiment réussi à s'en dégager. Et on verra, bon mais l'an prochain, on verra qu'il va falloir attendre la toute fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle pour se dégager de tout ça. Donc, on n'y est pas encore. Et ce sera une véritable révolution culturelle à table, qui d'ailleurs sera très mal acceptée par une partie de la clientèle, qui luttera pied à pied pendant longtemps pour maintenir les anciennes habitudes et refuser les nouveautés. Mais on sait aujourd'hui que ces nouveautés ont réussi à s'imposer. Et nous allons rester là pour cette année. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.